Le soir du 2 juin 2010, Sharon et Kevin Rossington ont dit bonne nuit à leur plus jeune fils, Sean, 21 ans. Sois prudent, évite les ennuis. Bonne nuit. Les parents sont allés se coucher en laissant Sean devant son ordinateur. Une soirée tout à fait normale pour eux. Mais lorsque le couple s'est réveillé le lendemain matin, le lit de leur fils n'avait pas servi. Sean avait quitté la maison pendant la nuit. Je ne comprends pas pourquoi il est sorti. Comme il avait peur du noir, il dormait avec la lumière allumée. Sean n'avait pas l'habitude de sortir. Quelque chose ou quelqu'un avait incité Sean à sortir. Sean a été attiré hors de la maison cette nuit-là, mais nous ne savions pas pourquoi. Nous ignorions où il allait et qui il allait retrouver. La décision de Sean de s'aventurer dans la nuit a abouti à un crime catastrophique. Je doute que quiconque puisse imaginer l'horreur à laquelle il a dû faire face. Une ambulance. Personne ne devrait mourir ainsi. Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Le rôle du médecin légiste est de déterminer la cause du décès. Regardez sur vos portables ou sur grand écran. Gratuitement. Aucun abonnement requis. Téléchargez Vili maintenant. Lincoln, une ville pittoresque et historique des Midlands, dominée par une magnifique cathédrale. C'est dans une banlieue verdoyante que Sharon et Kevin Rossington ont fondé leur famille. Chris est arrivé en premier, puis 2 ans et demi plus tard, leur plus jeune fils, Sean, est né, en 1988. C'était un enfant joyeux et insouciant. Il aimait les voitures, les garages et apprendre à faire du vélo. Comme beaucoup d'autres enfants, Sean a contracté la varicelle quand il était petit. Mais Sean a mal réagi à la maladie. Sa température a grimpé et il a fait une crise. Je me souviens l'avoir sorti de son lit, et il était tout mou, sa bouche écumait, et ses yeux étaient légèrement révulsés. Je me souviens d'avoir couru vers la salle de bain afin de le refroidir, car il était vraiment bouillant. Les parents de Sean pensent que la crise dont il a été victime à l'âge de 2 ans et demi a affecté son développement mental. Il était très discret et très différent, vous savez, pas du tout comme d'habitude. On a alors diagnostiqué qu'il avait des difficultés d'apprentissage modérées avec des traits d'autisme. Il me disait, « Maman, je ne sais pas, je ne comprends pas comment faire ça. » Il n'aimait pas ça. Il savait très bien que les gens faisaient parfois les choses différemment de lui. Physiquement, Sean était en avance, et à l'adolescence, il est devenu très grand. À partir de 14, 15 ans, il a grandi d'un coup. On lui disait souvent, c'est comme si on t'avait mis dans un sac de culture, que tu t'étais épanoui et que tu étais devenu un grand arbre, tu es si grand. Sean est alors surnommé le gentil géant. Bien qu'il ait désormais l'apparence d'un homme, il est resté un enfant à bien des égards, même s'il a grandi. Je sais qu'il est étrange de regarder quelqu'un de sa stature et de se dire, un grand gaillard comme ça ne peut pas avoir peur du noir, mais il n'aimait pas ça. Bonjour docteur. Bonjour Sharon. Enchanté. Asseyez-vous. À l'âge de 17 ans, Sean a vu une psychiatre au sujet de ses difficultés d'apprentissage. Le rapport de la psychiatre a indiqué que Sean était un jeune homme vulnérable et crédule. 3 ans plus tard, en 2009, il a reçu un nouveau diagnostic. Sean souffre du syndrome d'Asperger. Tout en concluant que Sean était atteint du syndrome d'Asperger, la psychiatre a indiqué qu'il était naïf et qu'il avait du mal à interagir socialement et émotionnellement. Je m'inquiétais pour lui, car je savais à quel point il était crédule. Donc j'essayais toujours de garder un œil sur lui pour m'assurer que les gens ne profitaient pas de lui, car il se laissait facilement entraîner par les autres. C'est beaucoup mieux, hein? À plus. Par exemple, si des gens qui étaient plus jeunes venaient lui demander « Sean, comme tu as 21 ans, tu peux aller dans ce magasin et acheter de l'alcool pour nous ?» Il le faisait pour eux aussi parce qu'ils ne comprenaient pas les conséquences de ses actes. Il voulait être comme les autres, et je crois qu'il inventait des histoires. Il disait avoir un travail par exemple. Tu as trouvé un travail? Où ça? Oui, dans un magasin en bas de la rue. Je pense que si les gens lui disaient « Tu peux me prêter de l'argent ?» il répondait probablement «
je le ferai quand je serai payé. Mais nous savions qu'il n'avait pas de travail. En 2009, Sean a rencontré quelqu'un qui l'a accepté tel qu'il était. Il a entamé une relation avec une jeune fille de 19 ans qui vivait à Lincoln. Il se sentait plus normal, comme ses amis, mais il avait tendance à être très heureux de dire aux gens qu'il avait une petite amie. Nous avons toujours été heureux, vous savez, de voir Sean commencer à grandir un peu et à avoir un peu plus d'indépendance. Et Sean semblait trouver ses marques. Il aimait le football, et en 2010, il avait commencé à aller à la salle de sport. Il avait l'habitude d'appeler son ami qui habitait à côté par la fenêtre de sa chambre. Il lui disait « Lee, tu vas au sport ce soir ?» Et il lui répondait « Oui, Sean, viens mon pote » et il répondait « D'accord, j'arrive ». Il attendait avec impatience ce genre de choses, c'est vrai. Continue Sean, en douceur. Vers le haut. Il était plutôt en forme, même s'il fumait. Salut fiston. Le 2 juin 2010, Sean est allé à la salle de sport, comme d'habitude, avant de rentrer chez lui et de passer du temps avec ses parents. C'était vraiment un mercredi soir ordinaire pour nous. Je me souviens de mon mari qui a dit à Sean en allant se coucher « Sois sage, évite les ennuis. Sois prudent, évite les ennuis. À demain. » La famille Rossington n'aurait jamais pu imaginer que moins de 24 heures plus tard, leur monde serait bouleversé à jamais. À demain mon cœur. Bonne nuit. Le soir du 2 juin 2010, alors que Sharon et Kevin Rossington montent se coucher, ils laissent leur plus jeune fils, Sean, jouer sur son ordinateur. Sean, sois prudent, évite les ennuis. Bonne nuit. Sean, 21 ans, souffrait de difficultés d'apprentissage, et on lui avait diagnostiqué le syndrome d'Asperger l'année précédente. Mais le lendemain, quand Sharon est allée dans la chambre de Sean, Sean, chérie, tu es réveillé? Je t'ai apporté du thé. Il n'y avait aucune trace de lui. J'ai découvert que Sean n'avait pas dormi dans son lit. On a d'abord pensé qu'il était allé chez ses amis à côté et qu'il y était resté pour la nuit. Au fond de nous, nous pensions avoir de ses nouvelles, qu'il appellerait. Les parents de Sean pensaient qu'il était allé chez un voisin dans la nuit, et qu'il était resté dormir, ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises. Je t'appelle. C'est promis, d'accord? Tu sais que je vais m'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Sean n'a donné aucune nouvelle de la matinée. Pendant que j'étais au travail toute la matinée, je me disais, il faut que je l'appelle quand j'aurai ma pause pour voir s'il va bien. Mais à 13h, avant que Sharon n'ait commencé à tenter de retrouver son fils, quelqu'un est venu la voir au travail. On m'a dit « Bonjour, vous êtes Sharon Rossington? Pouvons-nous vous parler ?» J'étais sûre qu'on allait m'annoncer quelque chose de grave. C'était l'officier de liaison familiale Diane Squires de la police de Lincoln. Elle a d'abord été choquée, elle ne comprenait pas ce que nous disions, puis elle a été complètement désemparée. Ils ont dû répéter plein de fois pour que je comprenne ce qu'ils m'annonçaient. Je n'arrivais pas à y croire. Un corps a été découvert à l'aube du 3 juin 2010. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sur l'herbe là-bas? Une ambulance. Je crois qu'on vient de trouver un cadavre. Les premières investigations ont conduit la police à penser qu'elle avait retrouvé Sean. Il y a du sang partout. Une jeune fille de 16 ans a appelé le 999 à exactement 4h07 ce matin-là. Elle a dit aux ambulanciers qu'elle avait trouvé le corps d'un homme. Vérifie son pouls. Il est vraiment froid. Il était allongé face contre terre dans un champ situé juste à l'extérieur de Lincoln. On est près de l'intersection. Dis-leur de se dépêcher. Dépêchez-vous, je ne sais pas quoi faire. L'ambulance arrive sur place et trouve la jeune femme qui a passé l'appel téléphonique accompagnée de 3 amis. Ils ont examiné le corps de l'homme sur le sol et l'ont déclaré mort à 4h15 ce matin-là. La police s'est rendue sur place peu après l'arrivée des ambulanciers. Elle a sécurisé les lieux et pris les coordonnées des 4 amis présents.
On leur a demandé de retourner à leur domicile afin de pouvoir leur rendre visite ultérieurement, en vue de recueillir leurs témoignages. Ces 4 amis étaient potentiellement des témoins très importants pour l'enquête. D'accord, merci. À bientôt. Au début, l'identification du corps s'est avérée difficile. Il n'y avait ni portefeuille, ni téléphone, ni clé de maison. On avait juste une carte de sport avec un numéro dessus. On pouvait se renseigner plus tard auprès de la salle de sport, mais à 4 heures du matin, elle était fermée. Sean était en bonne santé et en bonne forme physique, mais la police a pu immédiatement constater qu'il avait subi de violentes blessures. Un indice semble expliquer comment le jeune homme de 21 ans a subi ces blessures. L'une des premières choses que les agents présents ont remarqué était que Sean ne portait pas de basket, il n'avait donc que des chaussettes aux pieds, et aucune chaussure de sport ne se trouvait à proximité de lui. Des chaussures que l'on suppose être celles de Sean ont été trouvées près de l'intersection de Serbia Road et de Nethelam Road. Alors que les agents bouclaient cette très vaste zone de la chaussée, ils ont remarqué une paire de baskets blanches dans ce carrefour. Cela a conduit la police à se demander comment Sean était mort. L'une des théories principales était qu'il s'agissait d'un accident de la route. Est-ce pour ça que les baskets se trouvaient là? La raison était peut-être tout autre. Il était allongé face contre terre. Il n'a pas été examiné de près. Les priorités étaient de sécuriser et de préserver les lieux, afin de pouvoir tout prendre en compte. Qu'il s'agisse ou non d'un délit de fuite, un crime grave a été commis. Pendant que les officiers chargés des scènes de crime travaillaient sans relâche, la police est allée parler aux 4 jeunes qui avaient donné l'alerte. Les agents ont visité l'appartement peu avant 5 heures ce matin-là. Vous le connaissiez? Non. Non. Les personnes présentes au moment de l'appel au 999 sont une fille de 16 ans, une fille de 13 ans, un homme de 16 ans et un homme de 20 ans. Un jeune homme de 16 ans se trouvait également à l'adresse à ce moment-là. L'appartement était loué par un homme appelé Nicholas Shelbourne, et il s'est avéré que les autres hommes vivaient certainement dans cet appartement, où s'en étaient servis de pied-à-terre les jours précédents. Les 4 amis qui ont appelé le 999 semblent avoir été les premiers à trouver le corps de Sean, et ont donc joué un rôle essentiel dans l'enquête. La pratique habituelle consiste donc à leur parler séparément, et à saisir leurs vêtements, parce qu'ils ont été en contact avec Sean à un stade précoce. Et pour pouvoir le faire avec une certaine maîtrise, on les a invités à se rendre au commissariat de police de Lincoln. Alors que le jeune groupe s'apprêtait à se rendre au poste de police, 2 autres personnes sont arrivées à l'appartement. Je suis Nick Shelbourne, c'est mon appartement. Environ 10 minutes après notre arrivée, 2 autres personnes sont entrées dans l'appartement. L'un d'eux était l'occupant, Nicholas Shelbourne, âgé de 26 ans à l'époque, et l'autre, Daryl Jones, âgé de 16 ans, qui vivait avec Shelbourne. En revenant à l'appartement, ils ont dit qu'ils avaient dû passer un appel depuis une cabine téléphonique. Les 4 témoins, leur ami de 16 ans et les 2 personnes qui venaient de rentrer dans l'appartement ont tous été invités à se rendre au poste de police. On a d'abord demandé aux 7 personnes de se rendre au poste de police de Lincoln, pour la bonne raison que 4 d'entre elles avaient été en contact avec Sean et qu'à ce stade, on ne savait pas encore si les 3 autres l'avaient été, ni à quel niveau elles avaient été en contact avec les 4 autres. Encore une fois, nous devons parer à toute éventualité lorsque nous examinons les preuves médico-légales. Il leur a été demandé de descendre afin que les preuves médico-légales sur leurs vêtements et sur leurs personnes puissent être correctement sécurisées. Au poste de police, les agents se sont entretenus avec chacun des 7 témoins, y compris les 4 qui ont affirmé avoir trouvé Sean alors qu'il était déjà mort. Leurs déclarations étaient très similaires. Ils ont tous dit être allés à l'appartement de Nick la veille au soir. Je suis rentré à la maison vers 20 h. J'ai reçu quelques personnes chez moi, mais c'est généralement le cas. Quelques personnes y vivent. Nick a décidé de manger une pizza vers 23 h. Personne n'avait de crédit sur son téléphone. On est allé à la cabine mais elle était cassée, donc on est rentré. Vers 4 heures du matin, Mark Jackson, qui avait 20 ans, et Jordan O'Rourke, qui avait 16 ans, sont partis avec la fille de 16 ans et la fille de 13 ans. J'ai réalisé que je devais aller chercher des vêtements chez mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller chercher des vêtements. Je t'accompagne. À plus tard. On marchait le long de la route et on a traversé la pelouse, c'est là qu'on l'a trouvé. Y a quelqu'un sur l'herbe là-bas?
On est tombé sur le corps, on a soulevé la tête de la victime et réalisé qu'elle saignait et qu'elle était couverte de bleu. Je pense qu'il est mort. Puis mon ami a appelé une ambulance, mais nous savions qu'il était mort. Je crois qu'on vient de trouver un cadavre. Tous les quatre nous ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vu auparavant, mais ils ont attendu avec lui l'arrivée de l'ambulance avant de retourner à l'appartement de Nicholas Shelbourne. Ils sont tous rentrés à la maison, elle pleurait et elle a dit qu'elle avait trouvé un corps. Ils ont donc appelé la police. Ils étaient tous secoués. Franchement, au début, je croyais que c'était une blague. Vous rigolez? Non. Non, c'est sérieux. En plus de parler de ce qui leur était arrivé, les 7 personnes ont également donné leurs vêtements à la police pour qu'ils soient soumis à analyse. Il a été établi que 4 d'entre eux avaient manifestement été en contact ou très proche du corps de Sean. Puis, ils sont retournés à l'appartement où se trouvaient les 3 autres. Dans un cas comme celui-ci, la pratique habituelle consiste donc à saisir les vêtements. De cette manière, nous sécurisons et préservons toutes les preuves médico-légales possibles. Après avoir aidé la police, les 7 amis quittent le commissariat. Ils semblaient être les seuls à savoir quelque chose sur la mort mystérieuse de Sean Rossington. Mais un peu plus tard, un autre témoin a contacté la police avec de nouvelles informations. Un homme de 40 ans s'est présenté pour dire à la police que ce matin-là, il avait effectivement traversé le champ et était tombé sur le corps d'un homme allongé dans l'herbe, qui, selon lui, était encore vivant et respirait à ce moment-là. Cet homme a en effet essayé de réveiller la personne qu'il avait trouvée sur l'herbe. Tout va bien? Il a considéré qu'il était simplement ivre ou sous l'influence de drogue et a continué sa route pour aller voir des amis. Il semble que le témoin ait découvert Sean peu après 2 heures du matin, 2 heures avant que les 4 amis qui ont appelé le 999 ne le retrouvent mort. Il est revenu une demi-heure plus tard, l'homme était toujours allongé dans l'herbe. Il a essayé de le réveiller à nouveau, en vain, il l'a laissé et a continué son chemin vers la maison. Personne ne sait comment Sean s'est retrouvé là, et ce qui lui est arrivé. Sean a été identifié grâce à sa carte de sport, et 9 heures après la découverte de son corps, Sharon Rossington a appris la nouvelle tragique que tous les parents redoutent. Vous vous interrogez et vous vous demandez pourquoi. Vous savez, quoi, comment, tout ça. Ça ne peut pas être Sean. Vous vous trompez, c'est quelqu'un d'autre. La famille Rossington n'en était qu'au début du cauchemar. Nous étions persuadés qu'il s'agissait de Sean Rossington, mais nous devions encore suivre une procédure et le faire identifier formellement par ses parents. J'ai donc emmené Sharon et Kevin à l'hôpital pour qu'ils puissent le faire. On n'aurait pas dit que c'était le Sean qu'on connaissait. C'est simplement affreux. Je pense que je n'oublierai jamais ce que j'ai vu, mon propre fils. Jusqu'à ma mort, c'est affreux. Mais tout en pleurant leur perte, les Rossington étaient également stupéfaits que leur plus jeune fils ait volontairement quitté sa maison en pleine nuit, d'autant plus qu'il avait peur du noir. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous voulions savoir comment il était arrivé là. Est-il monté dans une voiture? A-t-il marché? Nous ne savions pas s'il avait bu, ce n'était pas un grand buveur. Il ne tenait pas l'alcool. Nous avons donc pensé qu'il était peut-être sorti boire un verre avec des amis, qu'il avait un peu trop bu et qu'il était tombé, et s'était fait mal à la tête. Puis on a entendu parler des chaussures qui étaient par terre, donc on a pensé qu'une voiture l'avait renversé et qu'il avait été blessé. J'ai aussi pensé qu'il avait été attaqué par hasard. Bien que la famille ait encore beaucoup de questions à poser, la police a commencé à se faire une idée de ce qui s'était passé cette nuit-là. D'après les conversations que nous avons eues avec sa famille, nous savons que ses parents sont allés se coucher vers 23h15 la veille et qu'ils ont laissé Sean jouer sur son ordinateur en bas, dans le salon. Sois prudent, évite les ennuis. Bonne nuit. Nous savons que Sean a quitté la maison après que ses parents se soient couchés à 23h15. Le témoin nous a dit qu'il était tombé sur lui après 2 heures du matin, pensant qu'il s'agissait d'une personne ivre dans un champ. Cela réduisait considérablement la chronologie.
Le trajet entre le domicile de Shaun et le champ où il a été trouvé dure environ 30 à 35 minutes, même pour un jeune homme de grande taille comme Shaun qui marche d'un bon pas. Il n'aurait pu emprunter que quelques itinéraires pour se rendre sur place. Nous avons donc commencé à examiner la vidéosurveillance pour voir s'il avait été filmé. Mais il reste un mystère central. Pourquoi Shaun a-t-il quitté volontairement son domicile au milieu de la nuit? C'était inhabituel. Pour qu'il sorte à cette heure-là, il aurait fallu qu'il aille dans un endroit qu'il connaissait ou qu'il rencontre quelqu'un qu'il connaissait, et d'après ce que nous avons pu comprendre, c'est quelque chose que Shaun n'aurait probablement pas fait. L'enquête a révélé que Shaun avait dû sortir pour retrouver quelqu'un ce soir-là. Il était important pour nous d'essayer d'identifier cette personne. Nous devions lui parler de toute urgence pour voir si cette personne pouvait nous aider à retracer le trajet de Shaun ce soir-là. La police pense que la réponse à ce mystère est peut-être cachée dans l'ordinateur de Shaun. Nous avons pris son ordinateur portable parce que nous savions, d'après ses parents, qu'il l'avait utilisé ce jour-là. Nous avons cherché à savoir avec qui il était en contact, s'il avait eu des échanges par email ou sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, s'il avait fait des projets, puis nous sommes remontés plus loin pour voir s'il avait été en contact avec quelqu'un dont ni sa famille ni ses amis ne nous auraient parlé. Ils ont également voulu examiner son téléphone portable, mais celui-ci était introuvable. Shaun n'avait pas son téléphone. Il n'était pas près de son corps. Il a disparu. Et il est important que nous le trouvions. L'idée était d'obtenir les données de son téléphone, ses relevés téléphoniques, afin de déterminer avec qui il avait été en contact. En attendant les résultats des relevés téléphoniques, la police s'est intéressée à la manière dont Shaun était mort. Shaun a été blessé au visage et sur le haut du corps. À l'époque, il était difficile de déterminer comment ces blessures étaient arrivées, s'il avait été victime d'un accident avec délit de fuite ou s'il avait été violemment agressé. Les résultats de l'autopsie ont permis de préciser la cause du décès de Shaun. Après les résultats de l'autopsie, il est apparu qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais que Shaun était mort après avoir été battu sauvagement, violemment. Les baskets de Shaun avaient été retrouvées sur la route, ce qui avait conduit la police à penser qu'il avait été tué par une voiture. Cependant, si Shaun n'a pas été victime d'un délit de fuite, pourquoi ces baskets ont-elles été retrouvées si loin de son corps? Les baskets sont devenues intéressantes lorsque nous avons établi qu'il ne s'agissait probablement pas d'un délit de fuite. Pourquoi étaient-elles là? Ont-elles été placées là pour faire croire à un délit de fuite? Ou bien est-ce là que Shaun a été agressé et que, pour une raison qui nous échappe, on lui a retiré ses baskets? La personne qui a enlevé les baskets pourrait-elle être responsable du meurtre de Shaun? À ce stade, il était clair que Shaun avait été attaqué. Il a été violemment agressé. Ce n'était pas un accident. Nous enquêtions sur un meurtre. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un sur l'herbe là-bas? Le 3 juin 2010 à l'aube, le corps de Shaun Rossington a été retrouvé dans un champ à Lincoln. La police a d'abord pensé que Shaun avait été renversé par une voiture car on a retrouvé ses baskets sur la route. Mais l'autopsie a révélé que le jeune homme de 21 ans, qui souffrait de difficultés d'apprentissage, avait été brutalement battu à mort. Il s'agissait d'une attaque violente et prolongée contre Shaun. Celui qui lui a fait ça avait vraiment l'intention de le blesser. Il a subi des dizaines de coups de pied, de coups de poing. Il a été roué de coups. Il a été frappé à la tête avec un objet inanimé. Apprendre que Shaun avait été assassiné a été un véritable cauchemar. C'était horrible. Dans cette situation, je pense qu'il a dû être terrifié. Il n'a pas dû savoir quoi faire. Jamais il ne se serait battu. Il a juste dû vouloir se rendre. Je l'imagine en train de supplier pour sa vie, pour être honnête. Il n'a pas dû comprendre ce qu'il se passait. L'autopsie a également révélé que Shaun n'était pas mort immédiatement après l'attaque et que sa vie aurait pu être sauvée si une ambulance avait été appelée plus tôt. Shaun est finalement mort d'asphyxie. Nous pensons que Shaun a perdu connaissance. La position dans laquelle on l'a retrouvé montre que son bras a bloqué ses voies respiratoires et que Shaun est mort par suffocation. Mais il est évident que c'est l'agression qui a causé cela. Après avoir sévèrement battu Shaun, les auteurs de l'attaque ne se sont préoccupés que d'une seule chose, essayer de brouiller les pistes. Nous pensons que Shaun portait ses baskets au moment de l'agression
et que l'agresseur les a enlevés et jetés sur la route pour faire croire que Sean avait été victime d'un accident avec délit de fuite. Cette action implique que les agresseurs de Sean savaient qu'ils l'avaient tué. Ils ont jeté les baskets sur la route pour cacher ce fait. Mais le mystère central n'a toujours pas été résolu. Pourquoi Sean a-t-il quitté la sécurité de sa maison au milieu de la nuit pour retrouver quelqu'un qu'il a ensuite tué? Les enquêtes de voisinage ont révélé que plusieurs témoins avaient été réveillés aux premières heures de la matinée par des cris d'hommes et des bruits de course. Nous avons pu établir que Sean avait probablement été attaqué vers 2 heures du matin. On nous a dit que les témoins avaient entendu des commentaires tels que « cours, baisse la tête ». Un témoin nous a raconté qu'il s'était levé ce matin-là vers 2h15 pour aller aux toilettes. Il a vu un groupe d'individus s'enfuir. Il a entendu crier quelque chose qui ressemblait à « laissez-moi tranquille ». Il les a observés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Qui étaient ces personnes mystérieuses? Avaient-elles attaqué et tué Sean? Et pourquoi le jeune homme de 21 ans a-t-il quitté son domicile au petit matin pour marcher 35 minutes jusqu'à un carrefour isolé de Lincoln? Les relevés du téléphone de Sean ont permis d'en savoir plus que la police n'aurait pu imaginer. Nous n'avons pas pu localiser le téléphone portable de Sean Rosington, mais nous avons pu accéder à ses relevés téléphoniques. Très bien. À tout à l'heure. Salut. Une fois que nous avons commencé à les étudier, l'enquête a pris une toute autre tournure. Les détectives ont découvert que dans l'heure qui a précédé son agression, vers 2 heures du matin, Sean utilisait son téléphone. Il nous est rapidement apparu que le téléphone avait été utilisé au cours de la soirée, entre 1h05 et 1h42. Ce matin-là, il y a eu une série de textos et d'appels téléphoniques. En tout, 9 textos et 3 appels. Le dernier de ces appels a eu lieu à 1h42 et a duré 3 minutes, même un peu moins de 3 minutes. Oui, j'arrive. Sean avait parlé à quelqu'un au téléphone 15 minutes avant son agression. La question était de savoir à qui il parlait. Ces textos et appels étaient tous destinés au même numéro. Il n'y a eu aucune autre interaction entre le téléphone de Sean et un autre téléphone dans ce laps de temps. C'est cela qui nous a conduit à penser que la personne qui était au téléphone, ou qui utilisait ce téléphone, était celle que Sean avait prévu de rencontrer. La réponse se trouvait dans le numéro à 11 chiffres auquel il avait parlé. Et ce numéro de portable n'était que trop familier à la police. Une ambulance. Je crois qu'on vient de trouver un cadavre. C'est ce même numéro de portable qui a composé le 999, affirmant être tombé sur un corps allongé face contre terre dans l'herbe. Le numéro de téléphone que Sean avait appelé, et auquel il avait envoyé des messages, était en fait celui de la jeune fille de 16 ans qui, 2 heures plus tard, avait appelé l'ambulance et affirmé être tombée sur le corps de Sean Rosington. La jeune fille de 16 ans qui, jusqu'à ce moment-là, avait été un témoin utile, avait clairement menti sur ce point. Tout à coup, les 7 personnes qui avaient été témoins ont été considérées sous un jour tout à fait nouveau. La jeune fille de 16 ans et ses 6 amis avaient tous nié connaître Sean. Les 7 ont manifestement menti à la police. Vous le reconnaissez? D'où la question, s'ils ont menti sur le fait qu'ils connaissaient Sean, sur quoi d'autres ont-ils menti? Je suis sorti pour passer un coup de fil. Ils nous ont dit qu'il était resté à l'appartement de Nicolas toute la soirée, puis qu'ils étaient sortis. Ils avaient cherché en vain de la nourriture et étaient rentrés directement à la maison. Quelle heure était-il? On a commencé à se demander où ils étaient allés, à quelle heure ils étaient sortis, pourquoi les 2 autres sont revenus quand la police s'est rendue chez Nicolas. Où était-il? Était-il réellement sorti pour passer un coup de fil? Ou avait-il voulu cacher des preuves? Allions-nous les voir sur la vidéosurveillance, près du carrefour où les baskets se trouvaient? Tout ce qu'ils ont dit était désormais scruté à la loupe et remis en question. Convaincus qu'un secret plus sombre se cachait derrière leur histoire, les 7 amis sont arrêtés, soupçonnés du meurtre de Sean Rosington. Il s'agissait des 7 personnes, allant de Nicolas Shelbourne, âgé de 26 ans, jusqu'à la jeune fille de 13 ans. Nicolas Shelbourne était un homme de 26 ans, vivant dans un appartement d'une chambre à Lincoln. Il était au chômage. Il est apparu très immature pour un homme de 26 ans et a clairement donné l'impression d'avoir des difficultés à socialiser avec des personnes de son âge.
Mark Jackson était un jeune homme de 20 ans, sans emploi, issu d'un foyer brisé. Il s'est révélé être un jeune homme très immature pour son âge. Jordan O'Rourke, 16 ans, très peu d'antécédents judiciaires. Il parle calmement, et à première vue, c'est un jeune homme intelligent. Daryl Jones était un jeune homme de 16 ans au passé trouble. Ses parents avaient divorcé lorsqu'il était enfant et il avait été renvoyé de son école. Un jeune homme avec des condamnations pour violence, des condamnations importantes pour quelqu'un de son âge. La jeune fille de 16 ans souhaitait suivre une formation d'institutrice maternelle, et sa famille la décrivait comme une personne joyeuse et optimiste. La jeune fille de 13 ans. On s'est beaucoup demandé pourquoi une jeune de 13 ans était dehors à cette heure-là. Elle avait déjà eu des contacts avec d'autres agences. Et puis le jeune homme de 16 ans, encore une fois sans antécédents judiciaires, toujours présenté comme un individu calme et assez isolé, vivait avec Nick Shelbourne à l'époque. Je pense qu'il est juste de dire qu'il squattait le canapé. Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas nommer le garçon de 16 ans ni les deux filles. En garde à vue, les 7 sont désormais suspects et non plus témoins. Lorsque la nouvelle de leur arrestation s'est répandue, de nouveaux témoins se sont manifestés. Certaines de ces personnes étaient en fait des amis de certaines des personnes arrêtées. Un témoin en particulier s'est manifesté. Il s'était rendu à la bibliothèque centrale de Lincoln le 3, juste après-midi, c'est-à-dire peu de temps après que le groupe ne quitte le commissariat, après avoir été entendu comme témoin ce matin-là. Mais il avait vu Nicholas Shelbourne, Mark Jackson et la jeune fille de 16 ans. Il les connaissait vaguement. Il a vu Daryl Jones parler à Shelbourne. Il entendait à leur voix que le ton montait, et Nicholas Shelbourne a dit « Si elle ne ferme pas sa gueule, tout le monde va être au courant ». Le témoin de la bibliothèque n'est pas la seule personne à avoir communiqué des informations à la police. La petite amie de Daryl Jones s'est également manifestée. 2 jours plus tôt, elle avait reçu un message de son petit ami. Avant d'être entendu par la police, Jones avait envoyé un SMS à sa petite amie disant « Je pourrais être condamné pour meurtre. Je t'aime bébé ». Cela a éveillé des soupçons quant à l'implication de Jones, car s'il était innocent, pourquoi aurait-il envoyé un tel texto? Elle nous a évidemment communiqué ces informations, et nous a également parlé d'autres échanges qu'elle avait eus avec lui. Des amis à elle s'étaient manifestés pour nous raconter des choses qu'il avait entendu dire à sa petite amie. Daryl Jones leur avait dit que c'était O'Rourke qui avait commencé, mais c'était en fait Daryl Jones lui-même qui avait fini par le tuer. Il a dit qu'une fois qu'il avait commencé, il ne pouvait plus s'arrêter, ce qui nous a permis de mieux comprendre son personnage. Mais les témoins ne se contentaient pas d'affirmer que les suspects avaient avoué avoir attaqué Sean. Ils ont également révélé que le groupe leur avait décrit en détail tout ce qui avait été fait pour dissimuler le crime. Selon les témoignages, ces personnes ont admis avoir passé leurs chaussures à la javel, s'être débarrassées de vêtements, et avoir caché des éléments de preuve à la police. Donc vous voyez, concernant les témoins, les masques sont tombés presque dès le début de l'enquête. Les gens étaient très heureux de venir parler à la police. Malgré les témoignages accablants, la police continue d'entendre la même version des faits que celle qui lui a été donnée juste après la découverte du corps de Sean. Lors de leurs premiers entretiens avec la police, Nicholas Shelbourne s'en est tenu à la version des faits qu'il avait donnée à la police. Je l'ai dit, on avait décidé de manger une pizza. Aucun d'entre nous n'avait de crédit sur son téléphone, on ne pouvait donc pas en commander. On a décidé d'aller jusqu'à la cabine téléphonique. Une fois arrivé à la cabine, elle était en panne. Elle était HS, on n'a donc pas pu commander de pizza. On est donc rentré à l'appartement. Dans sa déposition, il a déclaré que les 4 autres personnes étaient parties chercher des vêtements chez la jeune fille de 16 ans, que le groupe de 4 personnes était revenu et lui avait dit avoir trouvé un corps. Et il a continué à dire à quel point il était choqué et surpris. Mark Jackson, encore lui, s'en est tenu à cette version des faits. Et où étiez-vous à ce moment-là? Dans l'appartement, à boire des bières. La jeune fille de 16 ans qui a appelé le 999 s'en est également tenue à la version proposée par le groupe. J'ai peut-être touché le corps quand j'ai couru. Daryl Jones et Jordan O'Rourke n'ont fait aucun commentaire lors de leur entretien avec la police. Il semble que la bande des 7 ait concocté une version des événements de cette soirée et ait fait le pacte de s'y tenir. Cependant, il semble que tous ne respectent pas l'accord.
Le garçon de 16 ans et la fille de 13 ans ont décidé de raconter à la police ce qui s'était réellement passé la nuit où Sean a été assassiné. Nick nous a dit, il faut leur mentir un peu, parce que si on leur dit la vérité, on est tous complètement foutus. Le fait que le garçon de 16 ans et la fille de 13 ans allaient nous donner une version différente des événements a constitué une avancée pour nous, mais nous avons également été surpris qu'ils aient eu les moyens de se soustraire au contrôle du reste du groupe. Lorsque le jeune homme de 16 ans a commencé à parler, il a présenté à la police une version des faits étrangement différente. Il a raconté qu'il était sorti avec le groupe, en sachant qu'ils avaient l'intention de retrouver quelqu'un. Ils avaient l'intention de le passer à tabac. Il raconte qu'il est entré sur le terrain et qu'il a vu Jordan O'Rourke prendre une bouteille et frapper Sean. Il raconte qu'il a vu les autres attaquer Sean. Et dès qu'il est tombé par terre, j'ai fui. Le récit de la jeune fille de 13 ans était très similaire. Et très vite, les autres suspects ont commencé à changer leur version des faits. Au fur et à mesure des auditions, ils ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Ils étaient tous en train de tabasser un type au téléphone. Aucune idée de qui c'était. Shelbourne a maintenu qu'il n'avait joué aucun rôle dans les violences en question. Je me suis précipité pour l'aider. Je l'ai soulevé. Je l'ai aidé à se relever. Il s'est précipité pour éloigner Daryl Jones. Jones se libère et repart pour attaquer Sean. Je vous ai dit que je n'y étais pas. Je vous ai dit que je n'étais pas là. En aval de la rivière. Oh, mon Dieu. Rends-toi service. D'accord, d'accord. Je suis allé avec lui sur le terrain, d'accord. Mark Jackson a changé de version au cours de l'audition. Je lui ai juste donné un coup de pied dans la jambe. Je leur ai demandé d'arrêter, ok? Monsieur O'Rourke avait déclaré qu'il n'était responsable d'aucune violence. Non, j'étais en retrait. J'ai essayé de les séparer. Mais c'est contre une personne en particulier que le groupe s'est retourné. Daryl est un peu cinglé. Il fait l'objet d'une procédure judiciaire pour coups et blessures. Je l'ai déjà vu se battre. Je sais comment il est. Il est juste de dire que Daryl Jones a été désigné par la plupart des membres du groupe comme le principal protagoniste, l'instigateur de la violence. Certains l'ont désigné lui, spécifiquement, alors que d'autres ont déduit qu'il était responsable. Bien qu'il soit désormais le principal suspect, Daryl Jones a continué à répondre « pas de commentaires » à toutes les questions que la police lui a posées. Pas de commentaires. Y compris des questions sur le mystère central de l'affaire de meurtre. Nous pensons que Sean a été attiré hors de la maison cette nuit-là, mais nous ne savons pas pourquoi. Comment le gentil géant a-t-il été contraint de quitter sa maison pour se retrouver au cœur de la nuit? Le 3 juin 2010, à l'aube, le corps d'un jeune homme a été découvert. Il s'agit de Sean Rossington, un jeune homme de 21 ans souffrant de difficultés d'apprentissage et du syndrome d'Asperger. 2 jours plus tard, la police a arrêté cette jeune qui s'était présentée comme des spectateurs innocents. Nick Shelbourne, 26 ans, Mark Jackson, 20 ans, Daryl Jones et Jordan O'Rourke, 16 ans, ainsi qu'un autre garçon de 16 ans, une fille de 16 ans et une fille de 13 ans ont été interrogés. Ils se sont alors retournés les uns contre les autres, s'accusant mutuellement de la violence et des mensonges de cette nuit-là. Daryl Jones l'a frappé avec une bouteille. Daryl est un peu cinglé. Il devenait fou. Il ne voulait pas s'arrêter. La raison pour laquelle Sean avait quitté son domicile et son lien avec les 7 suspects était jusqu'ici resté un mystère. C'est alors que le lien est apparu. L'examen du compte Facebook de Sean Rossington a révélé qu'il avait en fait eu des contacts avec la jeune fille de 13 ans sur le site pendant un certain temps, et qu'ils étaient en fait amis. Il est apparu que la jeune fille de 13 ans qu'il croyait être son amie, ainsi que la fille de 16 ans, avait commencé à lui envoyer des messages quelques heures avant son assassinat. Sean Rossington était un jeune homme de 21 ans très naïf. Il était très influençable. Il ressort de l'enquête de police que ce sont les échanges au cours de cette soirée avec la jeune fille de 13 ans qui l'ont encouragé à sortir à l'aube de ce mercredi matin. Le fait que Sean ait quitté son domicile en pleine nuit pour rejoindre son ami a été utilisé par les meurtriers présumés pour justifier le meurtre brutal de ce jeune autiste de 21 ans.
Les 7 personnes arrêtées ont affirmé que la raison pour laquelle Sean Rossington avait quitté son domicile ce matin-là pour les rejoindre était qu'il pouvait obtenir des faveurs sexuelles d'une jeune fille de 13 ans. Ils ont affirmé que c'était la raison pour laquelle il l'avait attaqué et finalement tué. Aucun élément de l'enquête ne permet d'affirmer que la relation entre Sean et l'adolescente de 13 ans était avérée. D'après ce que nous savons et comprenons de Sean, il considérait sa relation avec la jeune de 13 ans comme une simple amitié. Il est donc tout simplement odieux que ces personnes tentent de justifier leur comportement d'une autre manière. L'affirmation selon laquelle Sean avait des désirs sexuels envers la jeune adolescente était une ultime tentative des suspects pour détourner l'attention du crime horrible qu'ils avaient commis. Il s'agit sans aucun doute d'une excuse. Je ne pense pas qu'ils étaient sincères. Ils ont été démasqués, se sont fait prendre, ils ont été acculés, mais ils savaient ce qu'ils avaient fait. Tout au long de l'année, ils ont menti. Ils ont concocté cette histoire, cet écran de fumée, et je pense qu'ils n'ont jamais été sincères avec la police. Parce que Sean n'est pas un pédophile et ne l'a jamais été. Ce sont des malades d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'était une excuse. Il y avait beaucoup d'excuses et c'était la principale, mais au bout d'un moment, elle s'est estompée. Il s'agissait d'un mensonge, d'une excuse. Ce n'est pas le seul mensonge que le groupe a raconté pour se couvrir. Ils ont affirmé avoir quitté l'appartement pour acheter une pizza vers minuit le soir du meurtre de Sean. En réalité, les 7 personnes ont d'abord organisé la rencontre avec Sean dans un endroit différent car elles craignaient d'avoir été filmées par les caméras de surveillance, et auraient donc dû expliquer leur présence. La police pense que ce lieu a été choisi parce qu'il y avait un distributeur de billets, où les 7 personnes pouvaient obliger Sean à retirer de l'argent pour eux. L'état de Sean le rendait souvent naïf et incapable de juger les intentions. C'est ainsi que, sous la pression ce soir-là, il est sorti voir son ami. Nous pensons que son amitié avec Sean a été utilisée comme un leurre, pour le faire sortir afin qu'il puisse lui soutirer de l'argent. Oui, on se voit plus tard. Le groupe croyait que Sean était riche, mais en réalité, son père lui donnait 10 livres d'argent de poche par jour. Si les 7 personnes attendaient de l'argent de Sean ce soir-là, ils avaient de quoi être très déçus, voire en colère. Les 7 jeunes ont été inculpés pour son meurtre, y compris la jeune fille de 13 ans qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques. Elle est la plus jeune femme à faire face à une telle accusation depuis Mary Bell, en 1968. L'affaire a été jugée le 3 octobre 2010, c'est-à-dire 4 mois après le meurtre. Tous les 7 ont plaidé non coupables du meurtre de Sean Rossington. Jusqu'à la fin, aucun d'entre eux n'a assumé la responsabilité de ce qu'il avait fait. Aucun n'était prêt à accepter l'horreur brutale de ce qu'ils avaient fait à Sean. Lors du procès qui s'est tenu à l'automne 2010, l'accusation a présenté l'enchaînement des événements qui se seraient produits cette nuit-là. Après avoir discuté sur Facebook et envoyé des SMS jusqu'au petit matin du 3 juin 2010, Sean Rossington est sorti pour rencontrer la jeune fille de 13 ans. Sean s'est perdu en route et a changé le lieu de rendez-vous. À son arrivée, Sean est tombé dans une embuscade. Jordan O'Rourke l'a frappé avec une bouteille et lui a asséné des coups de poing et des coups de pied. Sean a subi plus de 40 blessures au cours de cette agression vicieuse et finalement meurtrière. Daryl Jones a placé les chaussures de Sean sur la route pour faire croire à un délit de fuite. Après l'attaque, les membres du groupe ont lavé leurs chaussures et se sont débarrassés de leurs vêtements, tout en concoctant leur alibi. À 4h07 du matin, 4 membres de la bande reviennent sur les lieux et composent le 999. Une ambulance, s'il vous plaît. Le 17 décembre 2010, les verdicts ont été rendus. Le jeune de 16 ans a été déclaré non coupable. La jeune fille de 13 ans a été reconnue coupable d'entrave à la justice et condamnée à une ordonnance de réhabilitation pour les jeunes, d'une durée de 2 ans. La jeune fille de 16 ans a été reconnue coupable d'homicide involontaire et d'entrave à la justice. Elle a été condamnée à 5 ans de détention dans un institut pour jeunes délinquants. Nicholas Shelbourne a été reconnu coupable de meurtre et d'entrave à la justice. Il a été condamné à la prison à vie,
avec une peine de sûreté de 13 ans. Mark Jackson a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation et condamné à la même peine. Daryl Jones a également été reconnu coupable et condamné à une peine de sûreté de 13 ans. Jordan O'Rourke a également été reconnu coupable du meurtre de Sean Rossington et d'entrave à la justice. Il a été condamné à une peine de sûreté de 11 ans. Que des personnes de cet âge soient impliquées dans un projet de cette nature m'effraie. Mais le plus important était le plan et l'histoire qu'ils avaient concocté, leur capacité à se présenter comme des témoins sincères alors qu'en fait ils savaient depuis le début à quel point ils étaient impliqués. Selon moi, eh bien, c'est du mépris total pour tout ce qu'était Sean. La mémoire de Sean Rossington, le gentil géant, restera à jamais dans le cœur de sa famille. Vous savez, souvent, quand nous allons mettre des fleurs et nettoyer sa tombe, on n'en revient toujours pas. Vous savez, lorsqu'il s'agit de son anniversaire, de Noël et des fêtes de famille, il n'est pas là avec nous et c'est tout simplement difficile à accepter. Il nous manque beaucoup. Cela fait un grand vide dans notre vie. Chaque jour, je penserai à lui. Il y aura toujours quelque chose qui me fera penser à lui, mais non, cela ne me perturbe pas, cela me fait juste sourire, et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire quand je pense à mon frère.